au début, j'étais un peu comme un mec, si tu veux, un fou. Tu vois, je disais à mes parents, j'avais souvent des disputes contre mon père d'ailleurs. Je lui disais souvent, ouais papa, non, t'inquiète, je vais lancer mon projet, ça va marcher, je vais devenir multimillionnaire, tu le verras. Bon, je suis pas encore multimillionnaire, mais ça va arriver, tu vois. Et j'en suis tellement convaincu que c'est carrément devenu comme une religion, tu vois, dans ma tête. Et il y a ma sœur, ma mère qui me soutenait parce que vraiment c'était dogmatique le truc, tu vois. Et mon père qui me disait, ouais, mais tu vas devenir fou, je sais pas avec qui tu te formes, je sais pas qui tu regardes sur internet, etc. Mais là tu vois, il y a un truc qui manque chez toi, tu vois. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir Anthony Jonas. Salut Anthony. Salut. C'est un vrai plaisir de te recevoir. Juste pour que les gens le sachent, moi j'avais beaucoup réagi à une vidéo que tu avais faite où en gros, pour mettre un contexte, on mettra la vidéo, Thibaut InShape en fait se moque un peu des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs en ligne, tu vois. Et tu t'étais un peu vénère et t'avais dit, en fait, on en a marre de ridiculiser l'entrepreneuriat, alors que de une même, Thibaut InShape est lui-même un entrepreneur, et de deux, c'est peut-être de ça dont on a besoin en France, tu vois. C'est ça. Et j'avais adoré ça, et on va en parler aujourd'hui. Je commence ce tour, ce nouveau format d'interview par quelques petites questions très rapides, en moins de 60 secondes, tu vois. Let's go. Essaye de répondre très rapidement. Tac au tac. Tac au tac, idéalement. Let's go. À partir de quel chiffre on est riche? 100 000 euros. Est-ce que c'est cool d'être connu? Il y a des facettes qui sont... Enfin, c'est ambivalent, dans le sens où, premièrement, c'est cool d'être connu parce que ton entreprise va se développer plus rapidement. Et deuxièmement, c'est un peu une facette négative, la dark side, parce que tu n'auras plus l'occasion de faire des choses privées. Est-ce que les impôts en France sont trop élevés? Oui, clairement. Dans quelle industrie irais-tu si tu étais milliardaire? La santé. On va revenir dessus. Le succès entrepreneur ne se mesure-t-il que à l'argent gagné? Non, à l'impact sur la vie des gens aussi. À quoi tu dois le plus ton succès à toi? De manière personnelle, c'est ma détermination, ma persévérance. Quelle est la personne que tu admires le plus? Je dirais que c'est un entrepreneur qui est mort aujourd'hui. C'est Bernard Tapie. Quelle est la personne à l'inverse qui t'énerve le plus? Des gens en fait qui sont un peu attentistes, qui attendent les choses et qui savent quoi faire, mais qui ne font pas les choses pour les faire, justement. J'aimerais revenir du coup sur ce que tu disais sur Bernard Tapie et sur le truc de rébellion. C'est vrai qu'il y a quelques entrepreneurs quand même qu'on voit régulièrement aussi parce qu'ils sont arrivés à des stades de réussite qu'il faut qu'on peut pas passer à côté. Donc tu cites Bernard Tapie, on peut prendre l'exemple de Xavier Niel aussi qui est un truc pirate. Est-ce que c'est un truc qui manque en France, j'ai envie de dire même dans la culture, le côté pirate justement? Je pense que oui. J'en suis même convaincu. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, enfin c'est même tout le monde en fait, quand on commence les études, ça commence dès la maternelle, on nous met des façons de penser, ce qu'on appelle des paradigmes dans notre tête, et on pense comme ça tout le temps en fait. C'est-à-dire quand on commence dans la vie, on a des préjugés sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc., etc. Et moi quand j'ai commencé justement, quand je suis arrivé au collège et même au lycée, on m'a dit il y a qu'une seule voie. C'est tu fais des études et ensuite tu auras un bon travail. Quand tu auras un bon travail, tu auras un bon salaire. Et quand tu auras un bon salaire, tu auras une petite maison, ta petite famille, et voilà, à 60 ans tu prendras ta retraite. Mais qui dit ça? La société. Ouais, mais ça se matérialise comment pour toi? C'est quoi? C'était les parents, c'était l'école, c'était... Il faut savoir que j'ai eu un père qui était fonctionnaire et il m'a toujours dit que voilà, c'était le seul chemin, et après c'était son époque aussi, tu vois. Son époque c'était voilà, il y a qu'un seul chemin, il y a qu'une seule voie. Et quand on m'a mis ça dans la tête, moi je suis quelqu'un de très rebelle quand même, et je me suis dit mais non, ça peut pas être le seul chemin. Moi, j'ai pas envie d'être derrière un bureau comme ça, sur mon ordinateur et faire que ça de ma vie, dans le même lieu, dans le même bureau pendant 40 ans. J'ai pas envie de faire ça, tu vois. Et tu vois, les études, même l'école de commerce, j'adorais le commerce, tu vois. J'adore vendre, j'adore le marketing, mais pour l'anecdote, j'étais le pire en vente. En cours, j'étais le pire. Pourtant, j'avais un business qui marchait, je faisais mon argent au mois, etc. Mais j'étais le pire en vente. Par contre, j'étais le meilleur en comptabilité, tu vois. On rentre dans les codes, etc. J'étais le meilleur. Et il se trouve qu'aujourd'hui, dans le business, je suis le pire en comptabilité et le meilleur en vente. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça, je trouve que on manque de ça en France. On manque de cette culture un peu, je dirais pas américaine parce que finalement le système américain, je l'aime pas trop non plus, tu vois. Mais on manque de cette culture. Vas-y, on y va, quoi. Vas-y, on crée notre projet, on y va, on a une idée, boum, on la met en place, etc. Tu vois. Mais à quoi c'est lié selon toi? Parce que tu prenais l'exemple de la vidéo du coup de Thibaut InShape, qui, pour être très franc, je l'avais vu aussi avant, elle m'avait fait réagir un peu de la même manière. Et à quoi c'est lié selon toi? Parce que d'un autre côté... La culture. Ouais, mais tu vois, d'un autre côté, il y a d'autres gens qui portent, voilà, on prend l'exemple de Xavier Niel, mais c'est des voix qu'on retrouve aussi en vrai dans le rap,
beaucoup. C'est des voix qu'on retrouve dans le sport. C'est des voix qu'on retrouve dans pas mal de zones de la société aussi, tu vois. Pourquoi c'est dans des domaines jamais très, on va dire, corporate, tu vois? Je pense que c'est un peu le vécu. Dans le sens où moi, j'ai un vécu qui est assez... on va dire que tu vois, quand t'es dans un milieu, et tu commences, par exemple, quand je suis arrivé au lycée, j'avais pas d'argent, je voyais tu vois, tous les mecs autour de moi qui sortaient, qui allaient en boîte, qui claquaient des sommes, et tu t'imagines même pas. Après, je voyais sur Instagram aussi, je voyais des entrepreneurs qui faisaient des choses, et je me disais, putain, mais comment ils font ça? Et moi, je me trouvais là, je me disais, putain, mais qu'est-ce que je peux faire à mon stade, en fait? Je peux rien faire à mon stade, j'ai pas d'argent. Parce que si tu veux créer un projet aujourd'hui, que tu veux créer une entreprise, que tu veux la fermer, l'entreprise, il faut de l'argent. Tu vois? Et demain, je veux voyager, je veux aller en Amérique, je veux aller au Brésil, etc. Il faut de l'argent. Et je me suis rendu compte que par mon vécu, j'avais beaucoup de frustration en moi, parce que je voulais faire plein de choses, je voulais créer plein de choses, j'avais plein d'idées, mais à chaque fois quand j'allais voir mes parents, mes amis, mais même mes professeurs, et que je leur parlais de mes projets, ils me disaient ouais, mais il faut de l'argent pour ça. Donc encore une fois, on revient à la voie classique, trouve un travail, gagne de l'argent, économise, et ensuite tu pourras faire ton projet. Et ça m'a beaucoup frustré. Et je me suis dit non, je peux pas attendre. Et c'est là d'où vient le côté rebelle pour moi. Mais après, pour te répondre un peu plus culturellement, je pense que ça vient de la religion. Dans le sens où la France, c'est très catholique, tu vois, et dans la religion catholique, généralement, la richesse, bon là je vais me faire allumer en commentaire, mais généralement, d'ailleurs je suis catholique, tu vois, d'ailleurs je suis chrétien, mais voilà, dans la religion et dans la culture de la France, c'est vrai que parler d'argent, assumer son ambition, assumer sa réussite, être un pirate, comme tu le dis, c'est compliqué. T'es pas accepté, quoi. C'est pas très catholique. C'est pas très catholique. Non, mais c'est une piste intéressante. C'est vraiment une piste intéressante parce que tu regardes, il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui en plus sont issus de l'immigration. Donc je prends l'exemple des footeux, je prends l'exemple des rappeurs, qui eux pour le coup n'ont aucune gêne par rapport à cette réussite-là. Est-ce que tu penses que c'est positif et que du coup ça peut permettre aussi on va dire, de réinsuffler un peu de piraterie en fait dans la culture? Parce qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent, quand ils se lancent, quand tu creuses un peu avec eux, tu te rends compte que c'est des gros fans de rap, ça suit beaucoup des sportifs. Pareil. Mais tu vois? Pourquoi? Parce que je pense qu'on a besoin de se retrouver, c'est un peu comme tout le monde, tu vois. On a besoin de se retrouver dans quelqu'un. Par exemple, là, tu me dis qui m'impressionne aujourd'hui, je te parle de Kylian Mbappé, je te parle de Ronaldo. Tu vois, ce sont des sportifs qui m'impressionnent, notamment par leur éthique de travail, notamment par la gestion de leur image. Je trouve ça, c'est un truc de fou, un peu Yomi Denzel aussi, tu vois, pour moi, qui est un athlète. Tu vois, c'est un athlète. Mais il a commencé par le foot. Ah ouais? Il a commencé par le foot. Okay. Tu vois, les valeurs sportives qu'on retrouve souvent en Amérique d'ailleurs, ce sont des valeurs qui sont pas mises en valeur en France. Tu vois, ce sont des valeurs qui restent en background, tu vois, genre c'est... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et quel est ton avis sur un peu, on va dire, l'ambiance médiatique? Parce que on avait commencé un peu là-dessus, mais tu regardes aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un des gros sujets culturels aussi, en termes de valeurs. Qu'en fait, aujourd'hui, il y a aucun média, si ce n'est les médias comme Billions, comme Motivation France, comme ces médias-là, en fait, digitaux, qui partagent en fait ce genre de mentalité, tu vois. Encore une fois, ça rentre pas dans les codes. Cette mentalité de pirate, c'est quelque chose qui est tellement, qui va rompre tellement si tu veux, le corporate. Un peu, voilà, on se pose, on met des vestes, on met des montres, on met des chaussures classiques, on se rase bien. Tu vois, ça rentre pas dans les codes. Quand tu viens, voilà, t'es en basket, t'es en Nike, frère, tu arrives dans un hôtel qui est 6 étoiles, on va te regarder comme ça, on va dire, frère, t'as l'argent ou... Tu vois ce que je veux dire? Et ces médias, et ça, je suis impressionné. Tu vois, c'est pour ça que j'ai accepté l'interview aussi, tu vois. C'est la première interview que j'accepte, d'ailleurs. Ok, c'est plaisir. Et d'ailleurs, je rencontre aussi Samuel de Billions juste après. Là. Et tu vois, ces médias-là, je suis clairement impressionné parce que ce que vous faites, notamment toi, notamment Samuel, etc., je trouve que c'est un truc qui est pas assez présent en France. Je te rejoins là-dessus. En Amérique, il y en a partout, des médias d'entrepreneurs. Il y en a partout. Et je reprends souvent l'exemple de l'Amérique. Mais pour moi, l'Amérique, c'est un système où on favorise, si tu veux, les pirates. Où on favorise ceux qui lancent des projets. En Amérique, aux States, quand on va te dire, vas-y, j'ai un projet, etc.,
Le gars, il va te dire, ouais, bah vas-y, lance. Ah ouais, t'as eu quoi comme truc? Ah ouais, t'as eu un échec, ok, vas-y, bah relance un projet par derrière. T'apprends, tu progresses, tu vois. Alors qu'en France, tu dis, ouais, j'ai un projet, etc. Ouais, mais il y a un problème là. Tu vois, en Amérique, c'est oui, ok, on fait comme ça. En France, c'est oui, mais ça va être dur. Tu vois, ça va être dur, il y aura ci, il y aura ça. Mais c'est pas que c'est négatif. C'est-à-dire que je dis souvent, d'ailleurs, à mes élèves, je leur dis souvent, il faut prendre les deux mentalités. C'est-à-dire qu'en Amérique, il faut prendre la mentalité, je vais agir. Culture du risque, quoi. Exactement. Alors qu'en France, il faut prendre la mentalité de la réflexion. C'est-à-dire, il faut prendre les deux. Il faut agir et il faut réfléchir. Parce que si tu agis, voilà, tu as une falaise devant toi, tu sautes, t'as pas de sécurité, tu vas mourir. Ça, on est clair là-dessus. Alors que si tu réfléchis trop, t'as la falaise devant toi, tu veux aller de l'autre côté, bah si tu bouges pas, tu vas pas y aller. Alors que si tu réfléchis et en même temps tu agis, c'est bon, ton truc est fait, tu progresses, t'as la sécurité, tu réalises ton objectif en fait. Comment réussir à devenir quelqu'un qui prend plus de risques au quotidien? C'est peut-être plein de gens qui nous regardent et qui se disent ok, prendre des risques, mais comment en fait concrètement? Alors moi je suis quelqu'un de très concret et je dis souvent ça à mes élèves aussi. Il n'y a pas de secret. Tu veux t'améliorer au foot, tu vas pas apprendre ça dans un livre. Tu vas apprendre des concepts. Tu vas apprendre, ok, qu'est-ce que c'est un dribble? Qu'est-ce que c'est tirer un corner? Ok, d'accord. Mais pour t'améliorer, il faut aller sur le terrain. Il faut faire des choses. C'est pareil dans le business. Tu peux prendre 5000 formations, tu peux prendre 5000 coachings, tu peux aller dans une école de commerce, même plusieurs écoles de commerce si ça te chante. Mais si tu te lances pas, tu vas rien avoir comme data. Parce que si finalement la donnée, enfin les choses les plus importantes pour un entrepreneur, c'est de la data, c'est les données, c'est les métriques que tu vas avoir dans ton business. Ok, tu lances une formation, tu lances un coaching, tu lances un produit, bah ok, est-ce que tu as eu des ventes? Non, j'ai pas eu de vente. Ok, bah peut-être c'est ton marketing, ah peut-être c'est ton copywriting, ah peut-être c'est ci, ah peut-être c'est ça. Donc tu as plusieurs data et au final tu lances un deuxième produit et là tu t'améliores et au final c'est comme ça. C'est en fait la prise de risque. Elle vient en prenant des risques. Enfin, cette confiance. Oui, en fait, c'est un muscle qui se t'entretient. Exactement. C'est comme la zone de confort. Souvent, j'entends des gens dire, ouais, la zone de confort, faut pas que tu restes dans ta zone de confort, c'est trop négatif, etc. Mais la zone de confort, c'est positif. Dans le sens où la zone de confort, c'est ce qu'on appelle généralement la zone de confiance. C'est la zone où tu as le plus confiance en toi. Et si tu veux, je sais pas, par exemple, tu n'arrives pas à parler en public. Si tu veux parler en public, il n'y a pas de secret. Il faut que tu parles en public, il faut que tu sortes de cette zone de confort. Et au final, cette zone de confort, elle va s'agrandir. Donc, ta zone de confort, ta zone de confiance. Et en s'agrandissant, tu sauras parler en public. Tu me disais, il y a 3 ans, et d'ailleurs, j'ai posté un message sur Telegram ce matin, je leur montrais ma première vidéo. Il y a 3 ans, jour pour jour, je me montrais pour la première fois sur Instagram. Avec ma tête, mes défauts, mes dents cassées. Tu vois ce que je veux dire? Et je bégayais. C'est-à-dire, j'arrivais pas à parler, j'avais pas confiance en moi, il y avait même pas d'intonation, etc., etc. Et aujourd'hui, je suis en interview. Et je parle avec toi, je te connais pas, il y a 2 semaines, je te connaissais pas. Même toi, là, je suis devant quelqu'un, je le connais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est, en fait, la confiance, elle va venir en prenant des risques. Et si tu veux t'améliorer, il n'y a pas de secret. Si tu vas pas lever les mains en l'air comme ça, poser 2 pattes sur le sol et te dire vas-y, maintenant j'ai confiance en moi. Maintenant je prends des risques, maintenant je suis un entrepreneur. Non. Il faut que tu fasses. Progressivement, je comprends. Mais sur la formation qui est une partie des business que tu fais, ouais. Est-ce que le truc ne sature pas un peu? Je pose la question de loin. Je suis pas quelqu'un qui. Comment ne sature pas? J'ai l'impression de voir beaucoup de formateurs. Et les produits ils sont probablement de beaucoup de qualité parce qu'il y a énormément de ventes et les gens arrivent à construire des business sur plusieurs années, donc les clients reviennent. Okay. Mais je me pose la question de ce marché-là en fait. J'arrive pas vraiment, voilà comment le formuler. Je n'arrive pas à savoir d'un œil extérieur si c'est un marché où on commence à atteindre une taille critique ou si à l'inverse on est qu'au tout début. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'on est au tout début. Je vais te dire pourquoi. Après, bien évidemment, on peut avoir l'impression que c'est saturé. Pourquoi? Parce qu'il y a, tu pars sur Instagram, il y a 50 millions de pages, motivation, je sais pas quoi, entrepreneur, je sais pas quoi, etc., etc. C'est sûr que ça a l'air saturé. Mais en fait, si tu veux, sur le long terme, et ça, c'est indéniable, c'est vraiment inéluctable. Sur le long terme, tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 95% des pages que tu vois aujourd'hui,
ne seront plus là. Il restera que, si tu veux, ceux qui ont vraiment l'expertise, ceux qui kiffent vraiment le business, parce qu'il faut vraiment le kiffer ce business-là. Et ceux qui ont réussi à générer du chiffre et du coup. Exactement. Mais après, je comprends ta façon de penser. Pourquoi? Parce que finalement, il y a aucune barrière à l'entrée. Tu me dis demain lancer une page Instagram sur être médecin. Tu verras pas beaucoup de pages tu auras pas beaucoup de personnes qui vont lancer des pages comme ça. Pourquoi? Parce que les barrières à l'entrée sont immenses. Tu dois faire des études, tu dois réussir tes études. Déjà, tu dois intégrer la PACES, donc ça c'est aussi compliqué. Tu dois avoir le temps de créer du contenu, etc. Aujourd'hui, il y a plus de barrières à l'entrée. Tu peux former les gens à partir de ta seule compétence. En fait, si tu veux, le concept de la formation en ligne, de l'infopreneuriat, c'est que tu peux former les gens à partir de n'importe quel niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, il y aura forcément quelqu'un qui sera en dessous de toi et que tu peux former, qui aura besoin de ton aide. C'est-à-dire aujourd'hui, tu as un média. Aujourd'hui, tu as une équipe, tu vois, et tu peux former quelqu'un qui a pas de média. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça que aujourd'hui, le marché a l'air saturé. Mais finalement, il sera jamais saturé pour ceux qui ont leur marque personnelle, parce que ceux qui ont leur personal branding qui est bien imprégné, notamment je peux citer Manoa, Fortu Media, que tu as déjà rencontré, Antoine BM, Yomi Denzel. Ces marchés seront jamais saturés pour eux. Pourquoi? Parce que on a notre propre audience. Et en ayant notre propre audience, c'est un peu comme les politiques, on a notre pouvoir. Tu vois, on a notre zone d'influence. Oui, je comprends. Tu comprends? C'est comme un électorat, en fait, même. Exactement. En fait, la politique, elle revient assez souvent. En fait, les politiques, c'est comme ça, en vrai. Je sais pas si tu te rends compte, mais t'as une sorte de gourou, entre gros guillemets, t'as une audience, et t'as des zones de clivage. C'est-à-dire, si tu votes à droite, tu vas pas voter à gauche parce que tu penses pas pareil. Si tu votes dans le centre, tu vas pas voter à gauche ou à droite parce qu'ils pensent pas pareil. Finalement, sur Instagram, c'est la même chose. Dans le sens où, aujourd'hui, même, reprenons la vidéo de Thibaut InShape, j'avais plusieurs stratégies derrière ça. Première stratégie, c'est pour créer de l'engagement. Évidemment, je fais pas ça pour faire le beau ou faire le mec, etc. Non, je fais ça pour créer de l'engagement. C'est parce que je sais des mecs comme moi. Je sais exactement. Je sais que ça va faire parler. Des mecs comme toi, justement, ils vont réagir en disant ah putain, il a trop raison. Vas-y, je l'invite sur mon média. Mais en vrai un peu, pas que parce que du coup j'ai vu tout le travail derrière, mais je t'ai découvert comme ça. Et il y a un autre mec qui va dire putain mais il est con lui. Il fait quoi? Tu vois pas que Thibaut InShape il a fait ça pour l'humour? Et il y en a d'autres qui vont dire ouais de toute façon t'es jaloux de lui. Ouais. Et donc ça crée de l'engagement, ça crée des commentaires. Les entrepreneurs c'est des grosses merdes. Exactement. Et ensuite ça crée de l'engagement, ça crée du reach, tu vois, de la portée pour ma vidéo. Donc les gens découvrent encore plus mon compte. Tu vois, il y a une stratégie un petit peu maligne derrière, tu vois. Et une deuxième stratégie, c'est parce que moi j'aime ça. J'aime créer du contenu clivant. Et le contenu clivant, c'est ce qui va faire en fait que les gens vont soit t'adorer, ils vont se dire oh putain vas-y Anthony c'est trop un bon, etc. Et il y en a qui vont dire ah bon Anthony c'est un connard, tu vois, c'est un connard, vas-y je le suis pas, tu fais de la merde. Ils vont m'envoyer des messages, j'ai déjà reçu des messages où on souhaitait ma mort, où on souhaitait que je meure du Covid. C'est un il y a plus rapide quand même. Il y a plus rapide. Putain, je comprends, mais et pourquoi les gens à ton avis réagissent violemment à ce truc-là? Parce qu'on pourrait se dire business de formation, j'y crois pas, je trouve ça bien, je trouve ça pas bien. En fait, il fait ce qu'il veut. Pourquoi les gens, du coup, selon toi, ont ce rapport au business en ligne et aux entrepreneurs en ligne? Tu vois, je reprends juste l'engouement négatif qu'a eu JP Fanguin, tu vois. Ouais. Ça cristallisait bien, en fait, tout ce que les David Laroche, Yomi Denzel, Antoine BM, toi, vous faites, tu vois, aussi. Je pense qu'il y a plusieurs façons de l'expliquer. La première, je pense que c'est par rapport un peu à cette jalousie, parce que c'est clair et net, hein, même toi, je pense que toi dans ton entourage aussi t'as cette jalousie, t'es vu par tout le monde, ton business marche, ton business fonctionne, tu rencontres des personnes qui sont impressionnantes, tu voyages, t'es un peu libre aussi, tu vois, t'es pas dans la matrice finalement, un peu dans laquelle tout le monde est, tout le monde se situe. Deuxièmement, je pense que c'est juste une question de croyance, c'est pas forcément la personne est peut-être juste pas d'accord avec moi ou pas d'accord avec les entrepreneurs les sujets qui me soutiennent. Tu vois, par exemple, demain on va dire que par exemple il y a une page qui dit que les entrepreneurs c'est de la merde, moi c'est les salariés, c'est les meilleurs. Bah moi je vais pas être d'accord, mais un autre sera d'accord. Tu vois? Oui, mais t'irais pas envoyer un message pour dire allez vous faire foutre. Oui, mais c'est des frustrations, c'est des systèmes de croyances aussi qui se passent directement en nous. C'est-à-dire que moi je vais pas le faire parce que j'ai des valeurs, j'ai des principes, mais il y en a qui sont tellement frustrés, tellement pris dans leur schéma qu'ils pensent ils pensent en fait que c'est impossible d'en sortir, qu'ils recrachent un peu leur frustration.
Après, j'ai rien contre eux. Moi, ça me fait de l'engagement. Ça me permet d'avoir plus de portée. Après, tu vas me dire, ouais, je suis pas éthique, je suis pas moral, etc. Je comprends. Mais en vérité, utiliser les haters pour ta propre. C'est comme faisait Bernard Tapie. Bernard Tapie, il était détesté. C'était un personnage clivant. Tu vois, Bernard Tapie, c'était. Oui, et puis Mélenchon, Zemmour. Mais même Macron. Tu prends le président de la République, c'est un personnage clivant. Il y a des gens qui le détestent. Tu vois, il y a des gens qui pourraient tuer. Tu vois, qui pourraient le tuer. Mais il y a des gens qui l'adorent. Et ce contenu, si tu veux, que je crée avec beaucoup de clivage, ce qu'on appelle le contenu clivant, tout simplement, le contenu polarisant, bah, c'est ce qui fait que j'ai une audience aujourd'hui. Parce que tous ceux qui ont une audience aujourd'hui, même toi, t'as du contenu polarisant. Tu vois, même si tu te dis un peu lisse, tu acceptes un peu moi c'est sûr, pour le coup, je suis très polarisant, même si j'accepte tout le monde, j'accepte la parole de tout le monde. Mais j'estime que de toute façon c'est inévitable parce que tu ne peux pas aller au bout d'une logique sans l'être. C'est ça. Tu peux être à mi-chemin, mais tu peux pas aller au bout d'un propos ou d'un projet sans être forcément clivant, tu vois, pour quelqu'un. C'est une autre partie que j'aime bien à faire qui est en fait où je vais te donner 2-3 citations et je vais te laisser réagir dessus, tu vois. Ok, vas-y. Pour que tu puisses donner ton avis. Let's go. Là, tu travailles ma créativité. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. C'est Thomas Edison. Oui, et je suis d'accord avec lui. Parce que souvent les gens, je prends un exemple très concret, quand ils me voient me faire mes stories, ils me disent ouais, tu fais trop bien tes stories, etc. Mais j'ai commencé Instagram il y a 5 ans. Tu vois, le génie, il n'est pas arrivé comme ça. Tu vois, j'ai transpiré, faire une story, mec, ça prend 15-20 minutes. Parfois, ça prend vraiment longtemps, tu vois. Et les gens voient ça comme si c'était facile. Ils me disent, ouais, trop facile, vas-y, je prends ta formation, etc. C'est trop facile. Mais quand ils arrivent dans la formation, je leur dis, les gars, je suis honnête avec vous, vous avez vu sur la page de vente, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, en fait, le temps que vous ayez la compétence, que vous puissiez le faire rapidement, il faut un gap, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, je peux le faire en 5-10 minutes, mes stories. Oui, mais t'as commencé, ça te prenait 1 heure, quoi. Mais j'ai commencé, ça me prenait 1 heure. Tu vois, parfois, les trucs vont derrière, tu dois recommencer la story, et après ça te saoule, tu veux plus recommencer, mais après t'es déterminé, du coup tu la refais parce que c'est important pour le marketing, etc., tu vois. Et c'est pareil dans le sport. Aujourd'hui, tu vas à la salle, tu croises des mecs qui sont baraques. Tu fais, waouh, ouais, le gars, il est là, il est imposant. Il est là depuis 10 ans. Toi, tu viens de commencer, tu vas avoir les résultats d'un mec qui est là depuis 10 ans. Tu vois, il soulève 100 kilos développé couché, 1% de génie, en mode 99% de transpiration. Super intéressant. Si tu crois plus en l'État et que tu veux faire changer les choses, ça doit passer par l'entrepreneuriat. Oui, parce que l'entrepreneur, il est rebelle de nature. Enfin, je pense. Il est rebelle de nature. C'est-à-dire que généralement, si tu veux changer un marché, tu crées un produit, tu crées une solution. Vas-y, on lance. Ouais, t'as des problèmes pour courir. Ok, bah je vais créer des chaussures qui vont permettre de mieux courir. Ou je vais créer un programme de santé qui va te permettre de... Une montre pour une montre, etc. Ouais. Un entrepreneur, c'est un rebelle de nature. Et si tu veux changer les choses, soit tu fais de la politique. Je sais pas si tu les changes comme ça en politique. Soit, généralement, je vais te dire ma façon de penser là-dessus. Pour moi, un politique, ça reste un entrepreneur. Mais c'est une vraie question, tu penses? En tout cas, au niveau de la manière dont ils agissent, pour moi, c'est des entrepreneurs parce que voilà, ils ont un problème. Bon, je vais pas faire du contenu clivant là-dessus, je te rassure. Mais ils ont un problème, ils trouvent des solutions, ils trouvent une audience. C'est des entrepreneurs. Parce qu'un entrepreneur, c'est bien ça. Il y a un problème, je trouve une solution, la solution marche, j'ai des ventes, j'ai de l'argent. Et pareil pour le politique. Et pour le politique, c'est pas de l'argent, mais c'est des électeurs. Bien vu, c'est très bien vu, effectivement. Et c'est pour ça, moi, franchement, je te dis, hein, mon père, il adore la politique. Moi, j'ai jamais kiffé ça. Par contre, tu analyses le pouvoir, les systèmes d'influence, le mode opératoire de comment ils vont parler aux gens, la rhétorique, ça m'impressionne. Tu vois, quand je regarde, il y a des gens qui détestent les politiques. Mais tu regardes par exemple un Trump, le gars il est là. Il a un charisme, il a cette rhétorique. Et les gens, ils voient des mêmes Twitter, tu vois. 95% des gens voient des mêmes Twitter, ils vont dire ah, Trump il est con, de toute façon, il est con. Mais pourtant il a des entreprises qui génèrent des milliards. Et il est président des États-Unis. Il a été président des États-Unis. Tu vois. Et moi, c'est pour ça que les entrepreneurs sont des rebelles, parce que les entrepreneurs, ils vont voir cette partie-là, tu vois. Ils vont se dire, ah, putain, mais lui c'est un bon. Et tu vois, ils vont analyser, ils vont dire, ouais, je reprends ça chez moi.
Tu vois, je fais de l'innovation, mais je reprends ça chez moi. Parce que ça peut marcher aussi chez moi. Tu vois? Par exemple, le côté clivant de Trump, ça, c'est un truc que j'admire. J'admire pas, bien évidemment, tout ce qu'il a fait de merde, etc. Je vais pas citer. Mais son côté charismatique, son côté j'ai le pouvoir, j'ai de l'influence, ça, c'est incroyable quand tu l'analyses. Et je prends Trump, mais je peux prendre des personnages comme même Thomas Edison. Il est incroyable, ce mec. Ouais, non, je suis d'accord. Et puis surtout, pour rendre l'exemple de Trump, c'est un gars qui tenait tout le monde en haleine sur ses propres tweets, quoi. Exactement. Regarde, tu prends Musk, Elon Musk. Il est incroyable aussi. Et en fait, les gens voient des génies incompris, ils sont cons, ils sont bêtes, etc. Mais en fait, non. Ce sont des génies, mais vraiment, ils ont des modes opératoires que tu dois analyser. Et quand tu analyses, tu as de la data. Et en ayant cette data, c'est là que tu peux améliorer justement les domaines de ta vie. Par exemple, Ronaldo, les gens disent ouais, c'est un acharné du travail, faut pas faire comme lui, etc. Ben non, quand tu analyses sa méthode, ok, il mange bien, il a ces résultats-là, comment il s'entraîne, etc. Et après, tu refais la même chose si tu veux avoir les mêmes résultats. Tu comprends? C'est pareil pour l'entrepreneur. On va me dire ouais, aujourd'hui, on me demande souvent d'ailleurs en message privé, ouais, où tu t'es formé, etc. Alors j'ai suivi beaucoup d'entrepreneurs, mais la meilleure formation, c'est par exemple là on échange, et là je peux apprendre des choses de toi, tu vois. J'analyse comment tu fonctionnes, etc. Les équipes que tu as, le matériel que tu as, je fais ah ouais c'est comme ça que ça marche en fait en backstage. Et après je fais ah ouais mais je peux faire ça aussi dans mon business, etc., etc. En fait j'ai de la data en rencontrant des gens, et c'est là que tu apprends le plus. Ouais, c'est un vrai avantage d'être extraverti à ce moment-là. C'est ça. Enfin, je suis quelqu'un, on va dire, je suis un peu des deux. Je suis très introverti dans mon travail. C'est-à-dire, regarde, là c'est la première fois que j'assiste une interview, mais ça fait très longtemps qu'on me demande une interview. Tu vois, ça fait très très longtemps qu'on me demande, on me dit Anthony viens et tout. Je suis honoré que tu acceptes. Non mais vraiment, et je me suis dit mais Anthony t'as un problème. Tu vois, c'est peut-être aussi une peur que j'avais, un problème mental, un blocage. Je me disais faut être solopreneur. Et j'ai un élève d'ailleurs qui s'appelle Sol. Lui aussi, il avait ce problème-là. Il était solopreneur. Tu fais toutes les choses toute seule. Tu fais ton montage tout seul. Tu as envie de faire une vidéo, tu fais le tournage tout seul. Tu montes ta vidéo tout seul. Tu publies tout seul. Tu fais le marketing tout seul. Tu fais la comptabilité tout seul. Mais au final, t'es pas un entrepreneur finalement quand t'es ça. T'es pas un gars qui va faire un empire. Tu vois? D'accord. Bah, tu peux pas passer à l'échelle. C'est ça. Tu peux pas scaler en fait. Et c'est d'ailleurs d'autant plus problématique selon moi en fait de raisonner comme ça que le temps que tu passes sur les endroits où tu es vraiment très bon et trop Exactement, oui, les zones de génie. D'ailleurs, t'en parlais avec Sylwane, je crois. Exactement, ouais. Les zones de génie, pour moi, ça c'est incroyable. Avant, si tu veux, j'étais vraiment bloqué. D'ailleurs, mon associé m'a tellement fait de remarques là-dessus. J'étais bloqué. Je me disais, en fait, je suis un entrepreneur qui était solopreneur d'ailleurs avant, et qui avait beaucoup de contrôle sur tous les domaines. Et en fait, quand tu veux scaler, quand tu veux monter un peu plus haut, il faut que tu délègues. Et quand tu délègues, généralement, t'as plus le contrôle, forcément, t'as plus le temps, généralement aussi. Et ça, pour moi, c'était un problème avant, tu vois. Et j'ai rencontré des entrepreneurs, ils me disaient, mais Anthony, t'es fou, là, t'as le potentiel et tout, vas-y, il faut que tu délègues, etc. Et je me suis dit, attends, peut-être qu'ils ont raison, en fait. Et là, il y a eu une rupture au niveau de mon ego qui était, ah ouais, peut-être que j'ai tort. Forcément que j'ai tort, en fait, il faut que j'agisse. Et à partir du moment où j'ai agi, bah, ça s'est développé pour moi. Parce qu'en fait, tu peux... Et c'est ultra satisfaisant. Parce qu'en fait, t'as plus de liberté, t'as plus de temps, t'as plus d'énergie aussi pour te concentrer sur d'autres domaines. Ça peut être ta famille, ça peut être le sport, mais ça peut être aussi d'autres business ou d'autres pôles de ton business. Et ça, c'est incroyable. Pour moi, aujourd'hui, mes pôles à moi, c'est le marketing, ça va être le copywriting, ça va être le fait d'être commercial, d'aller chercher des clients. Ça, c'est un truc que je kiffe. Rencontrer des gens, c'est un truc que je kiffe. Tu vois? Mais mon associé, par exemple, c'est rencontrer des gens aussi, mais ça va être plus être la comptabilité, ça va être plus être la vision, la gestion, etc., etc. Donc on est très complémentaires, tu vois, là-dessus. J'ai deux dernières questions que je pose à toutes les interviews que je fais. La première, c'est est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que tu es heureux? Je suis très heureux, je suis très épanoui. Surtout quand je voyage. Et est-ce que le business a vraiment changé ça? Oui. Ou est-ce que c'est deux choses différentes? Il y a souvent des gens qui me disent ouais Anthony, enfin c'est même pas qu'ils me disent, c'est qu'ils disent à tout va. Ils disent Anthony, l'argent ça fait pas le bonheur. Je les regarde comme ça et je me dis t'as tort. Dans le sens où l'argent contribue très clairement au bonheur. Et enfin, ça dépend des gens, mais par exemple pour moi, voyager, c'est mon bonheur, tu vois. Quand je voyage, je suis dans l'avion, je regarde un peu par le hublot comme ça, je fais waouh, c'est trop bien ma vie et tout. Et je suis heureux, tu vois, je suis vraiment heureux. Et quand même là, c'est la première fois que je viens à Paris, tu vois. Je devais venir en janvier.
Après, j'ai eu justement la Covid, j'ai pas pu. Je suis venu aujourd'hui. Mais c'était incroyable. Là, franchement, je suis arrivé depuis une semaine. C'est incroyable. Je vois l'art. C'est incroyable, tu vois. Je vois l'art. J'ai visité le musée du Louvre. Je me dis, ouais, c'est incroyable. Ce que l'homme est capable de créer, je trouve ça incroyable. C'est tout. C'est ce truc-là. Le voyage, pour moi, ça fait partie de mon bonheur. Et donc, si tu veux, il faut impérativement que les gens le comprennent. Que l'argent, c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste un moyen d'élever ton niveau de bonheur. Tu vois, parce que j'étais foncièrement heureux quand j'ai été enfant, quand j'étais chez moi à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion, petite île située dans l'océan Indien. Je suis heureux, je suis complètement heureux. Tu m'enlèves mon business, je suis heureux. Mais le fait de voyager, ça rajoute quelque chose à mon bonheur qui est indispensable. Tu vois, et le fait de rencontrer des gens, le fait de sortir un peu de sa zone de confort, ça me rend heureux. Tu vois, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent d'ailleurs, qui seront beaucoup plus heureux s'ils avaient un peu plus d'argent. Je dis pas $1 million, je dis pas $1 million, je dis pas 100 000 euros, mais peut-être 1000, 2000 euros en plus, qui pourraient leur permettre, voilà, de payer leur loyer, qui pourraient leur permettre d'acheter de la meilleure nourriture, ou de sortir un peu plus avec leur famille. Tu peux, enfin, la personne qui me dit, mental, quoi. Exactement, la personne qui me dit, ouais, ça va pas me rendre heureux, bah, il se voile la face. Il se voile la face, très clairement. Ou il est déjà riche. Ou il est déjà riche. Mais après, je dis pas que tous les riches sont heureux. Ça, c'est très clairement faux. C'est vraiment faux. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as une citation, une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre qui t'inspire ou qui est un peu ton... Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Ton mantra le matin. Oui, ce n'est qu'une question de temps. En fait, si tu veux, beaucoup de gens se sous-estiment. Ils commencent un projet et ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an. Et ils sous-estiment complètement ce qu'ils peuvent faire en 5, en 6, en 10, en 20 ans. Et ils se disent, en fait, j'ai pas le temps. Mais en fait, si t'as le temps. Que tu sois jeune, que t'aies 15, 20, que t'aies 25, que t'aies 30, 35 ans, tu as le temps. Si tu peux réussir en 2 ans ou en 3 ans et après avoir une bonne vie, une belle vie, moi, je le fais, tu vois. Il y en a qui veulent, en fait, même si je pense que c'est à cause de nous aussi, tu vois, en montrant notre réussite, même, je prends le cas de Yomi Denzel, je prends le cas de tous les entrepreneurs, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, etc. Quand on montre notre réussite, on voit que le côté facile, on voit le côté immédiat, on voit, enfin, je prends la personne qui regarde son téléphone, il est comme ça, il dit, oh, c'est incroyable, moi j'aimerais être comme ça, je vais lancer mon business. Boum, il lance son business, au bout d'1 mois il n'a pas réussi, au bout d'1 an il n'a pas réussi, et il abandonne. Mais il faut pas abandonner. Parce que c'est qu'une question de temps. Et parce que les gars comme Yomi ou toi, ils ont mis du temps. Hein. Exactement. Tu prends le cas de Yomi, tu vois, il a un bon marketing, tu vois, il a un très très bon marketing. Il y a une très grosse équipe derrière, tu vois. Mais c'est aussi une question de détermination, une question de longévité dans le travail, tu vois. Une question de, ok, j'ai envie de faire ça, je le fais pendant longtemps. Un peu comme disait Orelsan dans sa chanson, j'ai plus le nom. Note pour trop tard. Exactement. Il faut que tu te concentres longtemps dans un seul domaine. C'est comme le foot. Tu peux pas être bon au foot comme ça, en 1 semaine. Tu peux pas être bon dans le business en 1 semaine. Il faut que tu restes sur le long terme. Et sur le long terme, tu vas rencontrer des gens, tu vas avoir des livres, tu vas lire des livres, tu vas regarder des vidéos de formation, tu vas regarder des conférences, tu vas participer à des conférences. Et ça va te permettre d'engranger de l'expérience, de la data, du coup, qui va te permettre de t'améliorer. Pour moi, le maître mot pour t'améliorer dans le business, c'est de la data. Tout simplement. Je suis assez d'accord. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi de m'avoir invité. Et un grand bravo d'avoir un bel exemple de Merci beaucoup, gratitude. Ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous a plu aussi, les amis. N'hésitez pas à poser vos questions, Anthony, si vous en avez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, lâchez des likes, enfin bref, vous connaissez la chanson. Ciao. Let's begin with the story of